Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous filmer mon dernier point lecture pour le mois d'août. C'est du coup aussi l'occasion pour moi de faire un petit bilan de ce challenge PAL en déroute auquel j'ai participé tout au long du mois. J'ai donc réussi à me tenir au fait de lire un livre par jour et j'en ai même lu un petit peu plus puisque je suis arrivée à 35 lectures à la fin. Du coup je suis vraiment super contente. Ça a aussi été l'occasion pour moi de faire un peu de tri dans ma bibliothèque. J'ai enlevé une vingtaine de titres et du coup ma pile à lire est passée de 223 à 181 je crois à la fin du challenge, donc voilà, une belle diminution, je suis vraiment contente, ça a été vraiment un challenge efficace. Mon mois d'août n'était pas forcément super libre pour autant, mais il n'empêche que j'ai réussi à beaucoup lire et ça j'en suis vraiment super contente. J'ai aussi réussi à être de nouveau un peu plus active sur les réseaux sociaux, que ce soit ici ou sur Instagram, et du coup je viens aujourd'hui pour vous parler des dernières lectures qui me restent à vous présenter pour le challenge. Tout d'abord j'ai lu Yumi et le peintre de cauchemar par Brandon Sanderson. Il s'agit de son troisième projet secret puisqu'il y en a 4 du coup qui sortent cette année et il nous en reste un qui devrait sortir normalement en octobre puisqu'il y en a un qui sort tous les 3 mois. J'avais beaucoup aimé Tress le premier, j'ai pas encore lu le second. Celui-ci voilà, c'est le troisième, il me faisait super envie. On est ici du coup sur un titre de fantasy qui fait à peu près 680 pages, je crois, quelque chose comme ça, dans lequel on a deux personnages. D'un côté on a Yumi, c'est une jeune femme, elle est prêtresse et elle vit dans un monde qui est plutôt inspiré de la Corée médiévale, en tout cas d'une Corée assez ancienne et très traditionnelle. Son rôle est d'invoquer les esprits et pour cela elle le fait par des empilements de pierres. Et du coup voilà, c'est vraiment un talent qu'elle a développé au fil des années, sauf que du coup elle a quand même une vie très particulière, très solitaire, avec des personnes qui l'aident pour à peu près tout et n'importe quoi. Ça passe par manger, se doucher, s'habiller, etc. Donc voilà, une vie quand même assez particulière. Et puis de l'autre côté on a un personnage qui se fait appeler peintre pendant une grosse partie du récit. Lui il vit dans une sorte de Japon post-moderne ou ultra-moderne, dans lequel il est du coup peintre de cauchemars. Son métier à lui c'est donc d'emprisonner les cauchemars qui viennent semer la pagaille. C'est pas vraiment des cauchemars au sens où nous on l'entend, c'est un peu plus au sens de monstres, d'entités, d'esprits maléfiques si on veut. Et pour les emprisonner du coup il doit peindre. Et ces deux personnages du coup qui ne se connaissent pas, qui vivent dans des univers différents, vont se retrouver bizarrement entremêlés et projetés tour à tour dans le monde de Yumi ou celui de peintre. Quand peintre se retrouve dans celui de Yumi, tout le monde pense qu'il est Yumi et Yumi assiste à tout ça comme en une sorte de fantôme, elle ne peut interagir avec personne. Dans l'univers de peintre c'est un petit peu différent, personne ne voit peintre, mais Yumi n'a pas l'air d'être lui, elle a juste l'air d'être là et du coup se fait passer pour sa sœur. On va voir comment chacun d'entre eux dans l'univers de l'autre vont essayer de se rapprocher des traditions de cette personne, de son métier qui est bien propre à son univers, pour essayer de le comprendre. Et c'est un roman dans lequel il y a une romance qui va se tisser entre eux. C'est un titre que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'était une très chouette histoire. J'ai beaucoup aimé toutes les inspirations qui sont présentes. Apparemment il y a aussi une grosse inspiration de Final Fantasy que pour ma part je ne connais pas du tout assez bien pour pouvoir en juger. Et Brandon Sanderson présente ce projet comme étant le projet qu'il a écrit pour sa femme, parce qu'apparemment sa femme qui aime beaucoup ses récits et qui est également son éditrice se plaint du fait qu'il n'y ait pas forcément assez de romance dans ses récits. Donc voilà, c'est un petit peu celui qu'il a écrit comme une déclaration d'amour pour elle, un récit dans lequel cette fois-ci ça y est, il y a plus de romance et dans lequel du coup il s'est permis également de développer un nouvel univers qui est vraiment très chouette, que j'ai beaucoup apprécié. C'est du coup un roman qui s'inscrit dans le Cosmere. Le Cosmere c'est l'univers étendu de Brandon Sanderson. Après il s'agit plutôt d'easter eggs, de petits clins d'œil, etc. que de vrais liens tissés qui nous sont indispensables à la lecture du récit. C'est vraiment pas du tout le cas, vous pouvez complètement lire celui-ci tout seul. Il y a juste certains termes que vous allez peut-être pas comprendre mais qui vont pas du tout gêner en fait la compréhension globale du récit et qui nous en tant que lecteurs de Sanderson voilà, font un peu plus des clins d'œil. Après moi pour ma part Sanderson je le lis depuis très longtemps, j'ai commencé à le lire avec la première édition de la traduction du premier tome de Fils des Brumes, ça remonte à peu près à 2010, quelque chose comme ça, et je suis tombée amoureuse de son travail instantanément avec cette première trilogie Fils des Brumes qui pour moi reste encore je pense ma série de fantasy préférée, qui est juste derrière ici. Mais voilà, du coup j'ai lu à peu près toute l'œuvre de Sanderson, il me manque certaines suites de séries sur lesquelles je suis pas encore à jour, mais comme j'ai lu tout ça étalé sur plus d'une dizaine d'années du coup, j'ai pas forcément non plus toutes les références parce qu'il y en a certaines qui sont un peu anciennes. Pour ma part en tout cas je suis très contente d'avoir pu lire Yumi et je remercie vraiment le livre de poche de me l'avoir fait parvenir dans cette édition collector. À l'intérieur on a quelques illustrations
Pour chaque projet secret de Sanderson, il y a des illustrations à chaque fois. C'est des artistes différents qui les ont fait et j'aime vraiment beaucoup le style de dessin de celui-ci. Alors du coup celle-ci c'est l'illustration de la couverture standard que je trouve vraiment superbe aussi. Celle-ci aussi est très jolie. Donc voilà, en tout cas j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. Effectivement il est assez long mais je trouve que le récit est très fluide. En tout cas pour ma part je l'ai trouvé très fluide, j'ai trouvé que ça se lisait très bien. Et je pense que c'est aussi lié au fait que ce soit de nouveau Mélanie Fazi à la traduction. Donc c'est sa traductrice habituelle, celle qui a traduit toutes ces grosses séries. Mais c'était pas elle qui avait traduit les 2 premiers projets secrets. Et je trouvais effectivement que dans Tress il y avait quelque chose dans l'écriture qui m'avait un petit peu perturbée. Même si Sanderson a tendance à utiliser parfois des tons différents d'un roman à l'autre, je pense que c'était quand même aussi lié à la traduction qui du coup qui était différente de celle habituelle tout simplement. Ensuite un roman d'une autrice que j'aime beaucoup elle aussi et dont j'ai aussi pas mal de livres derrière moi mais vous les voyez peut-être pas parce qu'ils sont vraiment derrière. Il s'agit du coup de Estelle Faye avec le tome 3 des Magies d'Archipel, c'est la série jeunesse en cours de publication. C'est une série je crois qui sera terminée en 4 tomes il me semble. Le tome 4 devrait sortir assez prochainement. On est ici sur le tome 3, il est sorti fin août et je l'ai acheté le jour de sa sortie. En fait je suis tombée dessus en librairie complètement par hasard, je savais pas du tout qu'il sortait ce jour-là, tout simplement parce qu'aucune communication n'avait été faite, il n'y avait même pas de visuel officiel qui était sorti. Du coup j'étais assez surprise et au final sur le compte des éditions Nathan c'est du coup ma photo de ma chronique qui a servi à annoncer la sortie du roman. Donc bon voilà, c'est un peu particulier quand même. Mais bref, toujours est-il que du coup ce tome 3 est sorti, que je l'ai lu directement et que j'ai beaucoup apprécié. On est ici sur une série jeunesse de fantasy, vraiment d'aventure avec un frère et une sœur. La sœur devient en quelque sorte une sirène et le frère s'embarque dans toute une aventure dans laquelle il doit retrouver des livres qui ont des pouvoirs particuliers pour aider globalement son monde à fonctionner. Et dans ce tome-ci qui s'appelle du coup l'île pirate, voilà, il est vraiment entraîné dans tout ce côté piraterie qui était déjà un petit peu présent depuis le tome 1. C'est des tomes à chaque fois qui sont très courts, l'histoire est vraiment très chouette, les illustrations à l'intérieur sont de Sanoé. Elles sont en noir et blanc, elles auraient été encore plus belles je pense en couleur, mais elles sont déjà très chouettes. Ensuite, j'ai lu Grandir un peu par Julien Rampin. Donc moi ici j'ai la version aux éditions Charleston, mais en fait je l'ai écoutée uniquement en format audio et j'ai pas du tout lu la version papier. Je partais pas forcément très optimiste parce que c'est un éditeur audio avec lequel j'ai un petit peu de mal, mais en l'occurrence la version audio de celui-ci est vraiment très chouette. Dans ce récit-là on va suivre Jeanne, c'est une femme mariée qui décide de tout plaquer et qui part vivre en fait dans une sorte d'appartement qui appartient à une vieille dame qui vit dans une grande maison. Elle lui loue pour un montant vraiment tout petit, en échange de quoi elle doit l'emmener en gros faire ses courses, etc. Et Jeanne est très contente de trouver cet arrangement. On comprend pas trop au départ ce qu'elle essaye de fuir avec tout ça et ça va nous être révélé au fur et à mesure du récit. Et puis du coup donc cette femme vit avec son petit-fils. Son petit-fils lui il est plus jeune que Jeanne et il est homosexuel donc il n'y a pas de relation intime qui va se lier entre eux. Mais voilà, on va vraiment voir comment ces 3 personnages vont vivre ensemble, on va voir les différentes épreuves qui ont pu traverser leur vie respective et comment est-ce qu'ils essayent finalement de se reconstruire un petit peu au contact les uns des autres. C'est un récit que j'ai trouvé vraiment très touchant. Je dois dire que je m'attendais pas forcément à grand chose, j'avais lu de bons retours quand il était sorti, c'est un premier roman, mais voilà, je savais pas trop si ce serait ma came ou pas. Et finalement j'ai beaucoup aimé parce qu'effectivement, alors il y a une romance mais elle est vraiment même pas secondaire, enfin elle est vraiment en arrière-plan, plutôt sur la fin. C'est pas du tout un récit romantique, c'est vraiment un récit de plusieurs personnes et de comment est-ce qu'elles s'aident entre elles. J'étais vraiment complètement prise dans l'histoire et c'est vrai que je m'attendais pas forcément à autant l'apprécier, donc ça a été une bonne surprise et c'est toujours agréable quand c'est comme ça. Après ça, changement complet d'ambiance, je suis retournée dans la fantasy avec La Rose de Jam, le tome 1, donc L'Appel des 40 par Sandrine Alexis. C'est une série qui est publiée chez La Talente, pour l'instant il y a 3 tomes de sortie, je ne crois pas que la série soit terminée. On est ici du coup sur une série de fantasy qui se passe au Moyen-Orient, à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque des croisades et de toutes les guerres de religion qui pouvaient exister de ce côté-là. Et du coup on va suivre différents personnages qui viennent vraiment de peuples différents, qui ont pas tous la même culture, qui n'ont pas tous la même religion. Et tout ça est porté par le personnage de Sibylle. Sibylle c'est une femme qui est d'origine française mais qui vit du coup au Moyen-Orient depuis déjà quelques temps, qui était du coup châtelaine et qui décide au début du récit de se marier avec quelqu'un pour lui léguer son château alors que les envahisseurs sont en train d'arriver.
et pour partir de son côté vivre une quête. On va donc la suivre dans tout son récit au fur et à mesure de tous les personnages qu'elle va rencontrer. On a pas mal de personnages qui gravitent autour d'elle, certains qui ont des rôles un petit peu comme de fakir, etc. Des personnages très différents les uns des autres. Ça se passe notamment à l'époque de Saladin, donc voilà, c'est aussi des personnages qui vont entrer en ligne de mire. Sandrine Alexis, c'est une femme qui a étudié notamment la culture kurde et puis également l'art de l'islam, etc. Donc elle est vraiment très renseignée de ce côté-là. Elle a fait des travaux universitaires dessus et du coup elle a mis également de toute cette passion qu'elle a dans son univers. Du coup c'est un univers qui est hyper documenté, qui se base vraiment sur des faits historiques, etc. Mais tout en créant une histoire de fantasy qui soit complètement du récit. C'est un récit que j'ai beaucoup apprécié. Alors il m'a fallu un petit peu de temps au départ pour rentrer dedans, mais finalement ça s'est quand même fait assez facilement et je dois dire que j'ai beaucoup aimé mon récit. C'est vraiment un roman qui change de ce que je peux avoir l'habitude de lire. Je suis très curieuse de voir ce que donneront les suites. Après ça, j'ai lu un court récit que je n'ai pas en ma possession. Il s'agit de Si j'étais un rêve par Charlotte Bousquet. C'est un roman épistolaire dans lequel on va suivre la correspondance de deux adolescentes qui vont devenir correspondantes par leur lycée. Du coup voilà, leurs classes font des échanges de lettres et du coup elles s'écrivent entre elles. D'un côté on a Nour qui vit en banlieue parisienne et de l'autre côté on a Lina qui elle vit à Sofia en Bulgarie. Elle est également française mais ses parents sont ambassadeurs là-bas. Et donc voilà, on va voir comment est-ce qu'elles vont échanger entre elles leur courrier, comment est-ce qu'elles vont apprendre à se connaître. C'est un récit qui est sorti il y a déjà quelques années, du coup il est un petit peu empreint de tout ça, d'un côté un peu nostalgique, un petit peu ancien. Et c'est un récit que j'ai vraiment trouvé assez touchant, j'ai été assez surprise par la fin, je m'attendais pas à ce que ça traite de ce sujet-là. Et de manière générale, c'est un récit, sans trop vous en dévoiler, c'est un récit qui va parler d'acceptation de soi, qui parle du fait de se sentir dans son corps, de se sentir à sa place. Et c'est un titre que j'ai vraiment trouvé touchant. Ça parle de thématiques assez fréquentes, je pense, au moment de l'adolescence. Et j'ai trouvé que c'était bien abordé, c'est un titre qui se lit vraiment bien. Donc voilà, je suis contente d'avoir fini par le lire, ça faisait quand même quelques années qu'il était dans ma pile à lire. Ensuite, je me suis lancée dans un autre titre qui était dans ma pile à lire depuis quelques temps. Il s'agit du célèbre catalogue Walker et Dawn par Davide Morosinotto. C'est un auteur que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup apprécié surtout l'éblouissante lumière des deux étoiles rouges, mais j'ai également lu plusieurs de ses autres récits. Il s'agit du coup de son premier roman traduit en français. Aux éditions du coup de l'école des loisirs. Dans celui-ci on a un petit peu moins de mix média que dans les autres, c'est-à-dire que dans les autres on a vraiment des articles, des journaux, etc. qui font partie intégrante du récit. Là où ici on a plutôt en fait des premières pages de chapitres comme ça avec des cartes, différentes choses qui sont en lien avec le récit, mais voilà, c'est pas directement inclus, c'est plus comme des bonus qui viennent accompagner. Dans ce récit qui démarre en 1904 en Louisiane, on va suivre 4 enfants qui vont faire la découverte de 3 $ dans une vieille boîte de conserve alors qu'ils pêchent sur le Mississippi. Et ils vont décider du coup avec ces 3 $ de passer une commande auprès du célèbre catalogue Walker et Dawn, sauf qu'ils ne vont pas du tout recevoir ce qui était prévu, mais ils vont recevoir une vieille montre cassée. Et à partir de là, il va commencer à se passer pas mal de choses, ce qui va emmener notamment nos 4 enfants à remonter tout le Mississippi pour retourner à Chicago, jusqu'aux entrepôts Walker et Dawn, pour récupérer ce qu'ils ont commandé et puis pour ramener également du coup ce qu'ils ont reçu à la place. Je vais pas trop vous en dire plus, c'est un récit que j'ai bien apprécié, après il m'a pas du tout autant touché que l'éblouissante lumière des deux étoiles rouges, mais voilà, je suis contente de l'avoir découvert. C'est un chouette récit d'aventure, c'est un récit jeunesse, alors c'est vrai qu'il y a un côté qui peut nous paraître un petit peu invraisemblable avec ces 4 enfants qui traversent quasiment tous les États-Unis. Mais voilà, ça se passe aussi à une époque différente, on nous explique que ces différents enfants sont dans des contextes familiaux qui sont quand même souvent un petit peu compliqués. Voilà, j'ai passé plutôt un bon moment avec, c'est un récit qui comme ça peut paraître assez imposant mais qui se lit très facilement. Après ça, j'ai lu La Cité du Savoir par Nadia Coste qui est sortie récemment aux éditions Scrinéo, je l'ai lu en format numérique donc je vous afficherai la couverture juste à côté. C'est un récit qui était plutôt bien parti pour moi, j'aimais bien l'univers, j'aimais bien ce qui était proposé. Malheureusement j'ai trouvé que ça traînait un petit peu trop en longueur et ça a pas mal entaché mon avis. C'est un récit que j'aurais aimé lire beaucoup plus rapidement que ça n'a été le cas. On va suivre 2 personnages principaux, Sophia et Théo. Sophia c'est une jeune fille qui rêve d'entrer à l'université et Théo lui c'est un jeune garçon qui a peur d'apprendre puisque en fait dans ce monde là qui est plutôt inspiré de la Grèce,
on a du coup différentes îles, dont celle sur laquelle vivent Sophia et Théo, et puis on a une université qui est sur un endroit séparé, et régulièrement on a donc différents universitaires qui passent sur les différentes îles pour tester les enfants et voir ceux qui vont ramener à l'université. À partir du moment où ils les ramènent à l'université, les enfants ne voient plus leur famille jusqu'à la fin de l'université, et à la fin de l'université ils passent un examen, et à la suite de cet examen, en gros il y a deux options différentes, soit ils réussissent l'examen et ils peuvent soit continuer leur travail universitaire, ou soit acquérir d'autres postes importants, éventuellement revenir vivre chez eux, ou bien soit ils échouent à l'examen, et dans ce cas-là ils attrapent une sorte de maladie qui leur casse complètement leur esprit, qui les rend un petit peu comme des légumes, et ils sont renvoyés à leur famille. Il y a une grosse ambivalence, d'un côté les familles ont envie que leurs enfants réussissent, en plus de ça ils sont payés pendant que leurs enfants sont à l'université, donc ça leur rapporte de l'argent et c'est parfois nécessaire, ils vivent pas forcément dans des conditions géniales, mais de l'autre côté voilà, ils ont cette grosse peur que leurs enfants reviennent dyspnoïaques et qu'ils reviennent complètement comme des légumes. Sophia, elle, c'est vraiment une fille qui est passionnée, qui a très envie d'apprendre, mais Théo lui du coup a très peur de ça, et il va décider en fait de suivre Sophia quand elle part à l'université pour pouvoir la surveiller un petit peu de loin et vérifier comment ça se passe pour elle, pour essayer d'éviter qu'elle ne devienne dyspnoïaque, étant donné que Théo a son grand frère qui a eu cette maladie-là, et qu'il voit tout le désastre que ça amène sur sa famille. On va donc les suivre dans tout ça, ils vont essayer un petit peu de comprendre qu'est-ce qui rend les personnes dyspnoïaques, comment ça se passe, etc. Et du coup essayer de comprendre ce qui leur retourne dans leur univers. Comme je vous ai dit, du coup c'est un récit dans lequel il y avait de bons éléments, mais je pense que je l'ai trouvé un petit peu long. Il fait un peu plus de 400 pages et il aurait peut-être mérité d'être un petit peu plus court pour être un peu plus dynamique, puisque du coup il y a certaines parties qui l'étaient et d'autres beaucoup moins. Et c'est vrai que du coup j'ai trouvé quand même que c'était assez lent. Ça n'a pas été une mauvaise lecture, mais du coup ça n'a pas été particulièrement une bonne lecture non plus. Ensuite je vais vous parler d'un livre qui n'est pas un roman, puisqu'il s'agit de Et l'imagination prend feu par Christelle Dabos. Il s'agit en fait d'un petit livre dans lequel elle parle un petit peu de ses secrets d'écriture, en tout cas c'est le titre de cette collection. Et voilà, du coup elle va revenir un petit peu sur ses méthodes d'écriture, sur comment est-ce qu'elle a créé la passe miroir, comment ça s'est passé pour le concours Gallimard qu'elle a gagné, et puis ensuite l'édition, les attentes après sur la suite, sur les suites, les retours des lecteurs, les lecteurs qui attendent de voir ce qu'elle sortira ensuite, ce que c'est que d'avoir toute cette fanbase qui va se créer autour d'elle, etc. Donc voilà, ça va parler un petit peu de tout ça. C'est un titre que j'ai vraiment trouvé intéressant. Pour ma part, La Passe Miroir, c'est une série que j'ai bien appréciée. Je peux pas dire que ça a été une série coup de cœur ou quoi que ce soit, mais c'est une série que j'ai quand même apprécié lire. Du coup, c'est vrai que j'étais curieuse de voir ce qu'elle allait en dire, parce que c'est quand même une série à l'univers vraiment très chouette. Mais l'univers est vraiment cool, donc j'avais vraiment envie de voir ce qu'elle allait en dire, et puis je trouve également que Christelle Dabos écrit très bien. Donc voilà, du coup c'était vraiment intéressant. Je suis contente d'avoir découvert ce petit titre-là, et si vous avez aimé le travail de Christelle Dabos, pourquoi pas du coup le découvrir. Pour terminer, du coup, je vais vous parler de deux lectures graphiques. Tout d'abord, je vais vous parler rapidement de Cosmographia par Nicolas Jamonot et Mathieu Guibé. Alors je vais pas vous en dire forcément énormément, tout simplement parce que c'est un récit que je n'ai pas apprécié. J'ai pas trop apprécié l'histoire, j'ai pas trop apprécié les dessins. Je me suis dit qu'en fait il y avait une grosse erreur de casting pour moi avec ce titre-là, qui n'était apparemment pas du tout fait pour moi en fait. Du coup je suis désolée, c'est pas moi qui pourrais vous en parler au mieux. Mais voilà, ça l'a juste pas fait avec moi, c'est comme ça arrive parfois. Pour le second, il s'agit du monde de Zouzou par Golo Zhao et Bayu Chang-han. J'avais déjà lu Golo Zhao dans sa série La balade de Yaya, que j'avais trouvé très chouette. Pour ce récit-là, du coup, on est également sur une bande dessinée qui du coup est traduite du chinois au départ. Et on va y suivre en fait le quotidien de Zouzou. C'est une petite fille qui va être envoyée chez sa grand-mère pour vivre avec ses cousines pour entrer à l'école. Du coup ça va beaucoup la changer de sa petite vie dans la campagne dont elle avait l'habitude, et on va voir comment est-ce qu'elle va essayer de s'habituer à tout ça. Elle est en gros dernière de sa classe, qui est la dernière dans le classement, et elle essaye petit à petit de faire de son mieux, de se trouver des amis, de s'intégrer, etc. C'est un récit que j'ai plutôt apprécié suivre, mais je me suis pas non plus que ça attachée au personnage et à son récit qui est globalement assez classique, assez standard. Donc je n'achèterai pas la suite. Pourquoi pas les lire par contre si ma médiathèque les propose. En tout cas c'est une série qui est plutôt mignonne, les dessins sont plutôt chouettes, mais ça n'a pas été le coup de foudre.
Donc voilà pour ce qu'il en est de ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé découvrir avec moi du coup toutes les lectures que j'ai effectuées sur le mois d'août, puisque du coup ce point lecture c'est le 3e que j'effectue, donc si vous voulez voir mes autres avis lecture ils sont déjà en ligne, n'hésitez pas à aller les voir. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces titres ou si je vous ai donné envie d'en découvrir, et puis pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!